C'est une tragédie créée par l'homme. L'obésité rassemble les fantasmes de notre époque. Elle n'échappe pas aux clichés, aux supposés mauvais choix, à la prétendue paresse ou aux gènes tout-puissants. Alors, il montre toujours les burgers. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, le premier truc, c'est le burger. C'est marrant parce que moi, quand je passe devant des McDo, des Quick ou quoi, dedans, je vois que des clients qui sont minces, quasiment. Il y a quasiment que des minces qui vont au McDo ou chez Quick. En tout cas, en ville. Dans les petites villes ou en banlieue, je sais pas comment c'est. En tout cas, en ville, il y a que des clients minces au McDo, quasiment. À en croire certains messages largement répandus, nous serions les seuls responsables de notre poids. Et les gros, des gloutons, incapables de contrôler leurs pulsions alimentaires. Parce qu'on nous répète tout le temps, si vous voulez maigrir, faites du sport, suivez un régime. Et si vous faites ça, vous y arriverez. Bah voilà, fin de l'émission. Voilà. Manger moins, bouger plus devient la formule magique des années 2000. C'est si facile de regarder une personne mince et de se dire quelle volonté, quelle force morale. Et puis, de voir une personne en surpoids et de l'accuser de tous les maux. Oh, ils sont faibles, ils n'ont pas de volonté. Mais le problème n'est pas une question de volonté personnelle. Et si nous continuons à le croire, nous ne réglerons jamais cette épidémie d'obésité. Michelle Obama était sur la bonne voie au début. Et malheureusement, je crois qu'elle a dévié de sa trajectoire, parce qu'elle a été mal conseillée et qu'elle a collaboré avec le secteur agroalimentaire. Ils ont réussi à diluer son puissant message pour le réduire à des spots télévisés, encourageant les gens à bouger individuellement. Manger mieux est devenu bouger plus. Bouger avec Beyoncé, dont le clip a vampirisé toute l'entreprise. Coca-Cola crée en 2015 la Global Energy Balance Network, un réseau mondial de chercheurs qui propose de régler le problème de l'obésité. Devinez par quoi? Par l'exercice physique. Le déficit d'activité physique est devenu en quelques années, par ce genre d'opération menée par Coca-Cola, central dans la question de l'obésité, alors que ça a été construit de toutes pièces par un industriel qui avait un produit à défendre. Vous pouvez boire ce que vous voulez. Il suffit de faire un jogging pour brûler les calories. Bah oui, bah c'est ça la théorie des calories. Donc, bah voilà, les gens qui soutiennent cette théorie des calories, bah c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, bah ok, donc ça veut dire que je peux boire un coca si je cours après, c'est ça? Vraiment, voilà, les industriels, vraiment, parfois ils ont des experts vraiment qui savent bien, qui maîtrisent bien les trucs. Nous savons que ce n'est pas la réalité. La théorie semble logique. Le seul problème, c'est qu'elle est fausse. L'exercice physique joue en effet un rôle mineur dans le contrôle du poids. Du point de vue des calories, l'accumulation des graisses est égale aux calories consommées, moins les calories dépensées. Cette formule est parfaitement correcte sur le plan de la physique. C'est vrai. Mais le problème, c'est que ça, c'est de la physique, alors qu'on parle de physiologie humaine. Et les deux n'ont absolument rien à voir. Donc ça, bah, c'est ce que j'expliquais dans mon article sur les calories. Donc vous pouvez aller sur mon site, vous allez sur mon site et article du 31 janvier 2020. Les bases en chrononutrition, il faut arrêter de compter les calories. Et j'ai écrit « Le corps humain n'est pas une cheminée ». Il y a des médecins qui veulent appliquer des choses qui concernent les sciences physiques à de la biologie. Bah non. Comment expliquer cette hausse spectaculaire de la courbe d'obésité à partir des années 80? Quelle est la différence entre 1970 et 2019? Je ne pense pas que la biologie humaine ait changé. C'est plutôt la manière dont nous mangeons, à la fois le type de nourriture et la fréquence des repas. En 40 ans, notre alimentation a subi une véritable révolution, issue d'une politique. Ah, vous avez vu? Depuis tout à l'heure, depuis le début, ils montrent que des fast-food, des fast-food, des fast-food.
Et c'est seulement au bout de 13 minutes qu'on nous montre un supermarché, un hypermarché. À l'époque, c'est l'hécatombe, due aux maladies cardiovasculaires, qu'il faut combattre. The Senate Special Committee on Nutrition is looking into the connection between diet and heart disease. Le gras est alors désigné comme principal coupable. Une erreur qui va avoir de graves conséquences sur le régime alimentaire mondial. On recommande de réduire la consommation de graisse et on privilégie désormais les céréales comme base de notre alimentation. Et je crois que c'est ce qui explique pourquoi les gens ont pris du poids. Il y a encore 20 ou 30 ans, les professionnels de la nutrition pensaient que le sucre était inoffensif parce qu'il ne contenait pas de gras. L'étiquette « pauvre en matières grasses » devient synonyme de bonne santé. Donc mettez-vous à la place des industriels. Si vous devez réduire les graisses, par quoi allez-vous les remplacer? Eh bien par des céréales transformées et du sucre. Le sucre pas cher remplace le gras car il rend les aliments allégés savoureux et addictifs. D'une certaine manière, l'industrie alimentaire a fait ce qu'on lui a demandé. Elle ne s'est pas fait prier parce que le sucre coûte moins cher que le gras. Donc elle a pu augmenter ses bénéfices tout en étiquetant ses produits bons pour la santé. Ce sont les consommateurs qui en ont payé le prix. 1 in 4 children here right now is overweight. One of the big reasons? Without thinking, we give them biscuits, sweets, crisps and chocolate every day. Manger trop de sucre provoque un bouleversement profond dans notre organisme. Oui, alors attention, hein, c'est pas parce que votre enfant est mince que vous devez le gaver de sucre. L'insuline détermine si les calories ingérées sont brûlées ou stockées sous forme de graisse. Quand on mange souvent des aliments à base de glucides et de sucre ajouté, comme dans les produits transformés justement, le niveau d'insuline reste donc toujours élevé. Alors attention, c'est valable pour les glucides d'où qu'ils viennent. Le sucre, que ce soit du soda ou un jus de fruits, c'est pareil. Donc là, attention, là ils sont en train de tout mettre sur le dos de l'alimentation industrielle ultra transformée. Attention, hein, ce qui est dit pour ces aliments-là, c'est aussi valable pour les fruits, les jus de fruits, les smoothies. Et c'est cette hyper-attractivité qui est dangereuse, parce que d'abord, elle nous éloigne des vrais aliments, et elles nous font consommer l'aliment plus que de raison. C'est-à-dire que le plaisir de consommer ces aliments va l'emporter sur la satiété. Il y a aussi le fait que la façon dont c'est fabriqué, ça fait que ça va être moins concentré en protéines. Le meilleur nutriment pour caler l'appétit, c'est les protéines. Tout ce qu'on a vu là, en fait, ça risque d'être moins riche en protéines, voire ne pas contenir de protéines du tout, et du coup ça cale pas et on se remplit. Oui, d'ailleurs, ils ont toujours pas dit le mot protéines depuis le début. Ils ont parlé de gras et de sucre, mais ça a toujours pas parlé de protéines. On a un mot nouveau au snacking, le grignotage. En 1990, ça n'existait pas. Alors quel est le moteur de cette épidémie d'obésité? La course au profit. L'alimentation est un secteur majeur de notre économie. Il n'y a pas seulement les entreprises alimentaires comme Nestlé, Danone, Coca ou Pepsi. Il y a aussi les distributeurs comme les supermarchés Walmart ou Carrefour. Et puis les agences de marketing qui font de l'argent en vantant les mérites de la malbouffe aux consommateurs. Donc, on a des acteurs qui pèsent très lourd dans notre société et qui veulent nous vendre des aliments et des boissons mauvais pour la santé. Vous allez à l'épicerie du coin, vous vous retrouvez nez à nez avec les boissons sucrées. Dans les écoles, il y en a dans tous les distributeurs. On vous en donne même à la cantine. Ah oui, les distributeurs. Dans le collège où j'étais, à Paris, il y a eu une période où il y avait un distributeur de barres chocolatées et de canettes de soda. Et je crois que le distributeur, qu'il l'ont retiré au bout de, 2 ou 3 mois, je sais pas qui s'est plaint. Mais voilà, dans mon collège, il y a eu un distributeur de barres chocolatées et de canettes de soda. C'est un truc de fou. Si vous demandez aux gens ce qui influence leur choix alimentaire, ils répondront « je mange ce que j'aime ». Personne ne vous dira « je bois du Coca-Cola parce que j'aime leur pub ». Ce n'est pas ce que les gens disent.
Attention, hein, ça parle de pub, des enfants exposés aux pubs pour la malbouffe ou pour les trucs mauvais pour la santé. Quand j'entends ça, à chaque fois, je dis que en France, Kinder, la marque Kinder s'interdit de mettre des pubs dans les programmes pour enfants, au milieu des dessins animés pour enfants. Et pourtant, trouvez-moi un enfant qui a jamais mangé de Kinder. Pourquoi ? Parce que Kinder, leur technique, c'est de mettre leur pub plutôt dans les émissions regardées par les parents, par les mères de famille. Et comme ça, l'enfant, il sait à peine parler que déjà sa mère lui a acheté des Kinder. Donc c'est encore un autre niveau de marketing. Ce que le marketing nous cache, c'est que la malbouffe provoque l'une des maladies les plus dévastatrices qui soit, le diabète. Il y a 25 ans, si je vous avais dit que j'avais un patient de 18 ans avec un diabète de type 2, vous auriez dit « Mon Dieu, c'est incroyable, c'est tellement rare, c'est bizarre ». Ah, non, moi je trouve pas ça bizarre parce que j'avais fait un stage en diabétologie, 2007 ou 2008, donc ça fait 12 ans. Il y avait un homme de 20 ans qui était hospitalisé pour diabète de type 2. Donc le diabète dû à quand on mange trop de glucides par rapport à ce que peut gérer le métabolisme. 20 ans, il était obèse et il travaillait dans un McDo et il buvait 2 litres de coca par jour. Le vrai coca rouge là, plein de sucre, il en buvait 2 litres par jour, tous les jours. Et donc ça c'était il y a 12-15 ans. En France, donc à Paris, hein. pas aux États-Unis, hein, c'était à Paris. Aujourd'hui, c'est fréquent d'avoir des jeunes ou même des enfants avec un diabète de type 2. Nous les tuons. C'est une sorte de suicide collectif dans un pays comme les États-Unis. Nous ne donnons pas aux gens d'assurance maladie et ils souffrent de diabète ou d'hypertension. Nous sommes en train de tuer toute une génération de pauvres. L'industrie des boissons sucrées adopte toujours la même ligne de défense. I would suggest that in a well-rounded diet, there is a place to consume products like soft drinks, and I would reject entirely any argument that they are in any way harmful for you. Les pionniers de l'industrie du mensonge, c'est les cigarettiers, les fabricants de tabac qui ont développé toute une boîte à outils qui servent en fait à faire dérailler des réglementations ou à défendre des produits dans des tribunaux. Ça c'est important, c'est que dans des procès, il y a des règles et pour pouvoir faire condamner quelqu'un, il faut l'accuser du bon motif et avoir des preuves. Sinon, la personne accusée, elle s'en sortira toujours. Times a publié son enquête importante en 2015. On s'est rendu compte que Coca-Cola en fait, avait dépensé 90 millions de dollars pour financer des partenariats avec des associations sportives, médicales, et plus de 20 millions de dollars avec des experts en direct. Oh mon Dieu, toutes ces boissons sucrées, tous ces fast-foods qui causeraient autant de problèmes de santé. Regardez un peu. Le New York Times a révélé que Steve Blair a reçu plus de 3,5 millions de dollars de Coca-Cola pour financer ses recherches entre 2008 et 2015. Ah, ça rapporte. Ah je vais peut-être changer de camp alors. Très rodée, quitte à paraître un petit peu répétitive. Des chercheurs ont montré un lien entre consommation de soda et obésité. Que répondez-vous à ça? Comme je vous l'ai déjà dit, l'obésité est un problème complexe et multifactoriel. La bataille se déplace sur le terrain politique. Et c'est grâce à ce débat permanent, depuis plusieurs années, que nous avons eu l'idée de taxer les boissons sucrées. Ah, c'est ça leur réponse, créer une taxe. Bon. Si tu mets une taxe sur les sodas, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter le soda bas de gamme. C'est tout, mais c'est pas la taxe en soi qui va faire arrêter la consommation de soda. Voilà, si le Coca ou le Pepsi est trop cher, ils achèteront la marque moins chère. Ou alors ils continueront d'acheter le Coca ou le Pepsi, mais en payant la taxe.
Dans ce combat frontal entre liberté et protection des consommateurs, la liberté, une fois de plus, semble bénéficier aux plus puissants. Informer les gens pour qu'ils aient conscience de leur choix. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'aller informer directement les gens. Parce que les politiques, les lois, on peut toujours les contourner. Si c'est pour faire voter des taxes, vous pouvez mettre le paquet de tabac à 10 €, le nombre de fumeurs diminue à peine. Puis au niveau des frontières, les gens traversent la frontière pour aller acheter des cigarettes dans le pays d'à côté. Les lois, ça se contourne. Moi, je pense qu'il faut aller directement informer les gens. Je pense que je serais plus efficace si, avec les vidéos, avec mes consultations, si j'arrive à faire essayer la chrononutrition à un père de famille, à une mère de famille qui va apprendre à manger comme ça à ses enfants, je pense que j'aurais été plus efficace que si je vais essayer de faire de la politique, faire des procès pour mettre une taxe sur je sais pas quoi. Mais voilà, j'ai le même objectif qu'elle, mais j'utiliserai pas les mêmes armes, on va dire. Veuillez prendre au sérieux la prévention de l'obésité, du diabète de type 2 et des autres maladies chroniques. Veuillez adopter une taxe sur les boissons sucrées ainsi que des restrictions sur les publicités adressées aux enfants qui vantent des aliments au profil nutritionnel déséquilibré. Voilà, toujours les mêmes propositions de loi, c'est-à-dire taxe. Donc taxe, je vous ai expliqué pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée. Et les pubs de malbouffe au milieu des programmes pour enfants, pareil, je vous ai expliqué que Kinder, eux, ils font les pubs pour cibler les parents qui font les courses. Hein, aux dernières nouvelles, les enfants, tant qu'ils n'ont pas d'argent de poche, c'est pas eux qui achètent les produits, hein, je vous rappelle. C'est difficile de comprendre qu'une nation aussi développée, pionnière dans de nombreux domaines, et dotée d'un système de santé particulièrement évolué, soit aussi arriérée en matière de prévention. Cette souplesse a conduit la ministre de la Nutrition à donner 7 ans aux entreprises pour réduire les taux de sucre, sel et gras dans leurs produits. Voilà, dans le package, il y a le gras et le sel. En chrono, vous le savez, on mange tous les jours un aliment qui contient du gras et du sel, c'est le fromage du matin. S'il y avait une loi qui taxait les produits gras et salés, peut-être que ça taxerait le fromage, alors que c'est un très bon aliment à condition de le manger de la façon dont on le dit en chrononutrition. Face aux pressions croissantes qu'elle subit dans le monde occidental, l'industrie agroalimentaire colonise d'autres marchés. Le Mexique a été le premier à subir ce cataclysme. Nous avons ajouté du sucre dans l'alimentation du monde entier. Comme les marchés ne se développaient plus en Europe et aux États-Unis, Coca, Pepsi et tous leurs clones au niveau local ont braqué leur puissance marketing sur les pays à faible ou moyen revenu. C'est vraiment un impérialisme de la malbouffe. Les grands pays occidentaux propagent leur cochonnerie dans le monde entier. Et bien sûr, ils ont été accueillis à bras ouverts. C'est bon marché, ça a du goût et c'est pratique. Comment ne pas aimer ça? Au magasin du coin de la rue, une pomme coûte plus cher qu'une bouteille de soda. Le soda va coûter moins cher, mais il aura 0 intérêt au niveau nutritionnel, contrairement à une pomme. Peu à peu, ça pénètre la riche tradition culinaire des familles mexicaines. C'est une colonisation alimentaire. La question c'est pourquoi est-ce qu'on se laisse coloniser comme ça? Je veux dire, c'est juste du marketing. Ils sont pas venus avec des armes pour obliger les gens à acheter ces machins sucrés. Donc pourquoi est-ce qu'on se laisse coloniser comme ça? Le Mexique a subi de plein fouet les effets pervers de la mondialisation. Invasion des produits américains à bas coût, au détriment des cultures locales. Les terres agricoles disparaissent. Ceux qui les cultivent encore font figure de résistants. Un tiers des enfants sont en surpoids ou obèses. Un autre record mondial. Aujourd'hui en consultation, nous avons eu un petit garçon de 3 ans qui pesait déjà 20 kilos.
Sa mère pensait lui donner une alimentation saine en lui faisant boire beaucoup de jus de fruits. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit depuis... Qu'est-ce que je disais depuis le début? Donc ça parle du soda, mais les fruits c'est pas mieux. Alors après, pour qu'un enfant arrive dans cet état juste avec des jus de fruits, c'est qu'il en a vraiment bu énormément. Hein. Ou alors c'est qu'il y a d'autres choses à côté. Qu'il a mangé ou qu'il a bu et qu'il fallait pas. Jusqu'à 7 ou 8 par jour. Ça faisait une énorme quantité de sucre ajouté. Donc désolé, mais les 7 ou 8 jus de fruits par jour, c'est pas la faute de Coca, c'est pas la faute de McDo. La nutritionniste a dit qu'il mangeait beaucoup trop de glucides. Mais le sucre est partout. Non, non, des aliments sans glucides, il y en a. Il y a le fromage, il y a la viande, le poisson, les fruits de mer. Pour que le chercheur et le militant fassent adopter en 2014 une taxe sur les sodas et sur la malbouffe au Mexique. Oh, encore une taxe! La première taxe soda du continent. Ça a vraiment été utile car au cours des 2 années suivantes, la consommation de boissons sucrées a baissé au Mexique. Le pays était le premier consommateur de soda au monde et il est passé à la 4e place. Ah oui, bon, ils ont dû mettre une bonne grosse taxe alors. Mais attention, si la consommation de soda a baissé, est-ce que les gens n'ont pas compensé en mangeant autre chose? Première chose, voilà. Premièrement, est-ce que les gens ont compensé avec autre chose? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu un effet sur la santé? Est-ce qu'il y a moins de pourcentage d'enfants obèses? Je veux dire, si on met une taxe et que la consommation diminue, mais que ça n'a aucun effet au niveau santé publique, au niveau du pourcentage de gens obèses, bah, c'est que la taxe aura servi à rien. Finalement, l'augmentation de la taxe soda n'a pas été votée. Oui, le soda est moins cher que l'eau. Bah déjà, il faut trouver déjà une bouteille d'eau dans tout ça. Paradoxe de l'époque, alors qu'on libère les flux de marchandises qui mettent en péril des productions locales, qu'on laisse la malbouffe envahir le monde, on ferme les frontières sur les hommes. Je vois pas trop le rapport. Mais bon, c'est Arte. La révolution va venir d'un pays du bout de l'Amérique. D'un pays qui est pourtant depuis 30 ans le terrain de jeu favori des ultralibéraux, le Chili. Dans un éditorial, un journal a écrit que j'étais un diable. Un diable qui persécutait les pauvres entreprises. On a tenté de nous discréditer. On nous a menacés, agressés. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Dans ma famille, mon père était médecin. Il était pédiatre. Et quand j'étais petit, mes parents me donnaient ces céréales. Aujourd'hui, je pourrais reprocher à mes parents de m'avoir donné des cochonneries à manger. Mais ils n'étaient pas responsables. Ils n'avaient aucun moyen de savoir. Ben, la question c'est, qu'est-ce qui fait que un parent va nourrir ses enfants différemment de la façon dont lui-même il a été nourri quand il était enfant? Ça, c'est une bonne question. Mais j'ai pas la réponse. Enfin, la loi est votée en 2016. Muy bien, mamá. Sí, Lucillo. Nosotros preferimos alimentos con... Bah voilà, encore une fois. Alors, les panneaux, à gauche, il y a riche en calories. En deuxième, riche en sel. En troisième, riche en sucre. Et le quatrième, c'est riche en graisses saturées. Bah, le fromage du matin, lui, à tous les coups, je suis sûr qu'il aurait eu l'étiquette riche en calories, riche en sel et riche en graisses saturées. Alors que bah, du fromage, bah, en chrononutrition, on en mange tous les matins et c'est très bien. Donc le bon vieux fromage, bah, il aurait eu 3 logos et il aurait été classé dans les mauvais aliments. Alors que le matin, c'est très bon pour la santé. Donc c'est ça la limite des logos. Ils auraient dû viser seulement le sucre. C'est ça la priorité. Faut pas chasser 10 lièvres en même temps. Fallait insister sur le sucre, le sucre, le sucre. En plus, même au niveau des recherches, actuellement, il n'y a pas de lien qui a été trouvé entre graisse saturée et problèmes cardiovasculaires. C'est ça dont il parlait au tout début du reportage. Le gras a été accusé à tort. Bah, c'est dommage, ils font un truc bien et un truc pas bien en même temps. Il fallait juste attaquer le sucre, c'est vraiment ça la priorité. Le gras, fallait pas en parler, les calories non plus. Ils sont tous obligés d'utiliser le même étiquetage.
Ah oui, là les logos ils sont planqués derrière. L'industrie affirmait que la réglementation serait sans effet et pénaliserait les plus pauvres. Ah, bah voilà, on va voir. Mais 2 ans à peine après son application, un cercle vertueux se met en place. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de produits qu'on croyait impossibles à reformuler, parce que l'industrie disait que c'était techniquement impossible, ont pu l'être. Aujourd'hui, ils ont moins de sel et moins de sucre. L'industrie elle-même dit que 20% des produits ont été reformulés. Et pour certaines catégories, encore davantage. De ce point de vue, c'est vraiment un succès. Est-ce que ça a eu un effet bénéfique sur la santé des gens, oui ou non? C'est ça le seul objectif. ¿Sí? ¿Ya? ¿No tiene sello? Ya, perfecto. ¿Y qué más compramos? No tiene sello. Oh, eso está en oferta. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de harcèlement de l'enfant au supermarché qui dit « Maman, achète-moi ça, achète-moi ça ». Là, c'est le même principe, mais inversé. L'enfant dit « Non, ne prends pas ça, il y a 2 logos. Ne m'achète pas ça, il y en a 3. Il en faut un seul maximum. » On change de norme sociale. L'enfant le plus cool n'est pas celui qui a un goûter mauvais pour la santé, c'est le contraire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand... ça me rappelle à l'école primaire, pour le goûter, ah ouais, je me rappelais d'un garçon, lui il avait tout le temps 1 ou 2 fruits pour le goûter. Et alors que tous les autres, bah, on avait des biscuits, des trucs comme ça. Et lui, il avait genre une pomme et une banane. Et ça m'a marqué, parce que c'était le seul qui avait ça. Mais il était quand même un peu en surpoids, donc du coup, fallait... Les autres, avec leurs biscuits, leurs petits écoliers et tout, bah, ils étaient minces. Lui, le pauvre, bah, il avait des petits kilos en trop. Mais bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Ah oui, sur le fait que c'est cool, bah ouais, c'est ça, nous on s'échangeait nos biscuits, et lui, bah, il mangeait ses fruits tout seul, quoi. En 18 mois, on a vu une baisse de 25% des achats de boissons sucrées au Chili. Nous observons aussi une forte baisse du côté de la malbouffe ultra transformée. Oui, tout ça, c'est très bien. Et la santé des gens, alors? La révolution chilienne fait des émules en Amérique du Sud. Le Pérou a mis en place les mêmes logos. L'Uruguay s'apprête à le faire. Et coup de théâtre, le Mexique aussi. En Europe, le logo Nutri-Score, étiquetage plutôt timide par rapport au logo noir chilien, n'est adopté que par quelques pays et il n'est même pas obligatoire. En France, seuls 25% des produits transformés l'affichent. Bon bah on n'aura pas de réponse sur l'évolution de la santé des gens en Amérique du Sud. Bon, c'est dommage. Si la France, pays de la gastronomie, a voté une taxe soda et fait interdire les distributeurs dans les écoles, elle peine toujours à imposer des contraintes fortes à l'industrie agroalimentaire. La réglementation française est vraiment faible. Elle a mis en place le Nutri-Score qui évalue les aliments, mais elle ne dit pas ça c'est mauvais pour la santé comme on le fait au Chili. Elle n'empêche pas non plus le marketing. Il faut des mesures plus ambitieuses pour se débarrasser de la malbouffe et du marketing mensonger avant de pouvoir reparler en France de nourriture saine. C'était sympa et bah, à bientôt pour de nouvelles vidéos.